l'agriculture et autres, au niveau des États et au niveau des politiques régionales. C'est donc un travail qui doit être envisagé sur des échelles emboîtées et complémentaires. La seconde grande recommandation générale, c'est de placer l'anticipation au cœur de la décision. On est dans des milieux qui sont extrêmement dynamiques, qui sont en train de changer extrêmement rapidement. Compte tenu du délai et du temps que prennent les processus de prise de décision, généralement, lorsque la décision devient effective, elle est déjà complètement obsolète et complètement trop tard. Donc, il convient d'anticiper systématiquement et puis d'envisager dans certains cas, soit d'être capable d'arbitrer, de dire là on se retire, ou de dire là on reste, et dans ce cas-là, si on décide de rester, il faut des moyens il faut des moyens pour durcir la côte et pour sécuriser des établissements dont on ne souhaite pas, qu'on ne souhaite pas retirer, comme par exemple des zones industrielles, des infrastructures portuaires et autres. Donc là, il y a vraiment une question de décision, de savoir ce qu'on veut, quelle est la vocation des territoires, et si on décide de rester sur place et de ne pas jouer le retrait face à ces questions d'érosion, à ce moment-là, il faut mettre en face les moyens nécessaires. Le troisième point, c'est de reconnaître la spécificité des territoires côtiers. Dans la plupart des cas, les territoires côtiers sont gérés pratiquement comme s'il s'agissait d'espaces purement terrestres. Or, ces territoires côtiers sont très très spécifiques. Au niveau de la gouvernance, il faut mettre en place. Au niveau des réglementations, parce qu'on a des chevauchements de réglementation qui s'y appliquent. Au niveau de la transversalité, parce qu'on est dans des zones où il y a beaucoup d'usagers, et ça se traduit aussi en termes de multifonctionnalité, parce qu'on est quand même généralement sur des espaces multifonctionnels. On va trouver du tourisme, on va trouver de la pêche, on va trouver toutes sortes d'occupations, et donc il s'agit de gérer un petit peu ces différents acteurs. Donc ça nécessite de mettre en place des mécanismes et des dispositifs de gouvernance qui soient suffisamment spécifiques aux particularités de ces territoires côtiers. Et puis le dernier point, la dernière grande recommandation, c'est d'intégrer les infrastructures naturelles dans l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la conservation de marais côtiers, ça peut tout à fait être équivalent à la construction de défense côtière, dans certains cas. Et donc, la conservation des infrastructures naturelles, ce n'est plus uniquement une affaire d'amoureux de la nature, mais elle contribue directement à l'aménagement du territoire. Et ça, c'est vraiment, ces solutions naturelles sont vraiment, d'ailleurs, y compris en Europe, hein, le réseau européen des régions de l'arc atlantique pour la prévention des risques côtiers arrive aux mêmes conclusions. Aujourd'hui, les infrastructures naturelles doivent être préservées comme des éléments et des outils, des instruments dans l'aménagement du territoire. Alors, ce schéma directeur, il a différentes cibles. La première cible, c'est la connaissance des processus qui agissent sur l'état des systèmes côtiers, avec la mise en place de systèmes de veille et de vigilance, connaissance des aléas et connaissance des vulnérabilités. Le second, c'est la préparation des acteurs côtiers, les gens, les populations. Comment ces populations peuvent se préparer à faire face aux risques côtiers, c'est quand même leur intérêt, ce sont elles qui habitent au bord de la mer, et donc il faut les appuyer dans cette préparation. Le troisième, c'est au niveau la troisième cible, ce sont les territoires, aménagement des territoires, protection, atténuation des impacts, c'est-à-dire prendre des précautions lorsqu'on met en place des plans d'urbanisation et autres, et prendre en compte l'anticipation dont on avait parlé. Et puis, la dernière cible, c'est tout ce qui est politique et mécanisme de décision, avec les plateformes nationales et régionales de prévention des risques, et avec une mise en place dans chaque pays d'une véritable gouvernance du risque côtier qui implique l'ensemble des acteurs. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Je vais redonner la parole à Mathieu. Oui. Ben, tu peux la donner directement à Taïbou. Bah voilà, Taïbou. Parce que... Bon. Peut-être juste préciser que l'ensemble des résultats de cette étude a été présenté à Dakar en mai 2011 devant des représentants des 11 pays. Donc c'était une présentation extensive devant des comités d'experts mobilisés par chacun des pays de façon à pouvoir conseiller les décisions des ministres. Et l'ensemble des résultats a été validé par les 11 ministères de l'environnement des pays concernés. La principale recommandation, au-delà du fait d'intégrer la conservation des espaces naturels, de beaucoup plus travailler sur des stratégies de réduction des risques de catastrophes naturelles
et puis de travailler sur l'aménagement du territoire pour la suite du programme régional de l'UEMOA. La principale recommandation, c'est de construire un observatoire. Alors tout à l'heure, on parlera des cartes, vous verrez comment elles sont construites, mais la carte d'expression du schéma directeur avec les 179 secteurs côtiers, cette carte a vocation à devenir un système d'information géographique qui va être actualisé au fur et à mesure sous la forme d'un observatoire et qui sera porté par le centre de suivi écologique. C'est là que Taïbou intervient. Okay. Merci Mathieu. Donc moi je m'appelle Taïbouba, je suis naturaliste écologue, géomaticien également, et je suis coordinateur du programme évaluation environnementale et gestion de risque au niveau du centre de suivi écologique de Dakar. Le centre de suivi écologique, c'est une association d'utilité publique qui est sous la tutelle du ministère en charge de l'environnement au Sénégal. Donc par rapport à l'observatoire, effectivement les prochaines étapes du schéma directeur d'aménagement du littoral ouest africain, c'est l'observatoire du littoral qui apparaît comme un prolongement de ce schéma directeur du littoral. Donc cet observatoire a vraiment comme but essentiel le suivi de la dynamique côtière, le suivi également de l'évolution des risques des catastrophes naturelles, et également pour comme objectif, parmi ces objectifs, l'élaboration de produits de la prise de décision en termes d'aménagement côtier surtout. Et en même temps, cet observatoire également va jouer un rôle pour le maintien des écosystèmes marins et côtiers, et également la sauvegarde des habitats clés que sont la mangrove, les herbiers et les lagunes. Donc comment est structuré cet observatoire? Il y aura d'abord un comité de pilotage qui sera animé par le programme régional de lutte contre les zones côtières de l'UEMOA. Ensuite, il y aura un conseil cellule régionale de l'observatoire qui sera basée également effectivement au niveau du centre de suivi écologique. Et cette cellule régionale sera animée par des experts qui seront recrutés par rapport à ce projet-là. Et il y aura également des points focaux nationaux au niveau de tous les 11 pays qui composent l'observatoire. Et ces 11 points focaux nationaux seront la charge de collecte d'informations pour l'observatoire, qui en fait va centraliser toutes les données venant de ces 11 pays pour la mise en place d'une base de données et de système d'information géographique vraiment centralisée et avec comme élément essentiel le même référentiel pour tous les pays de la sous-région. Et cela permet également la mise à jour régulière des informations issues de ce texte-là de travail du schéma d'aménagement du littoral ouest africain. Donc l'UCN également, au niveau de l'organigramme, l'UCN également va jouer un rôle fondamental, c'est le rôle c'est le partenariat clé en matière de fundraising, en matière de formation et également en matière de relais. Donc voilà ce que je voulais dire pour le moment par rapport à l'observatoire du littoral. Je vous remercie. Merci Taïbou. Ce qui est important, c'est peut-être dans une première phase d'accompagnement, d'appui à la mise en place de l'observatoire, le rôle que l'UICN va jouer, c'est d'aider le centre de suivi écologique à construire sa légitimité à l'échelle régionale pour pouvoir travailler avec des observateurs côtiers qui travaillent ou bien dans des universités ou bien dans des laboratoires de géomatique ou bien pour des territoires en appui aux élus locaux par exemple ou aux directions de l'aménagement du territoire. Et l'ensemble de ces observateurs côtiers qui seront capables de fournir de l'information pour actualiser le système d'information géographique trouvera en haut de l'architecture de cet observatoire le CSE pour pouvoir orchestrer la gestion de la base de données et puis la traduction de cette information en outil d'aide à la décision. Savoir suivre l'évolution de la démographie, l'emprise du bâti, l'emprise des espaces urbains sur le littoral, est quelque chose de particulièrement important pour que les élus, pour que les décideurs puissent, avec les différents acteurs côtiers, mettre en place les schémas de secteur dont a parlé tout à l'heure Jean-Jacques et élaborer les politiques au niveau national mais aussi au niveau régional. Sachant que par exemple, lorsqu'on est près d'une frontière et qu'une dérive littorale est importante, la construction d'un port par un pays ou par une région peut avoir des impacts sur le littoral du pays voisin. Donc maintenir cette logique régionale
sera quelque chose d'important. Et également, il faudra réussir à maintenir l'aspect prospectif du travail, de façon à actualiser chaque 3, 5, ou on verra quel est le maillage temporel le plus approprié, mais arriver à actualiser ces éléments de prospective de façon à ce que les décideurs aient une vision du futur auquel ils sont en train de s'attaquer dans leurs décisions d'aujourd'hui, et de façon à les encourager à prendre des décisions anticipées, ce qui est la clé d'un aménagement réussi. Alors, ce schéma directeur, il est aussi bien évidemment le résultat d'un travail qui correspond à une commande. Donc l'UEMOA, qui va poursuivre son programme régional de lutte contre l'érosion côtière, doit se baser sur ces résultats qui sont validés par les ministres de l'Environnement, mais l'UEMOA, avec évidemment l'appui de ses partenaires, j'espère qu'on continuera à travailler à appuyer cela, mais ils doivent appuyer l'internalisation de ces résultats dans les politiques nationales, et notamment, bien sûr, de leurs États membres. C'est pas le tout d'avoir un travail validé par les ministres de l'Environnement. Maintenant, il faut qu'un relais soit effectué de façon à ce que ça puisse être diffusé plus largement dans les pays et intégré aux politiques nationales. Alors, ça c'est pour redescendre progressivement au travers des pays jusqu'au niveau exécutif, là où les choses se passent, là où les gens vivent. On essayera de développer des outils, de tester et de promouvoir des outils qui permettront d'améliorer la gouvernance jusqu'au niveau local. Ces schémas de secteur sont des instruments extrêmement importants à mettre en place. On imagine par exemple sur une zone périurbaine, une ville secondaire ou une capitale, un endroit où va se développer une zone résidentielle, mais là où il y avait aussi de la pêche artisanale avec des sites de débarquement et quelques opérateurs hôteliers qui utilisent un espace assez important. Si on a une érosion côtière qui se met en place, qui avance de façon assez importante, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on cherchera à ce moment-là à mettre en place des comités de secteur avec des représentants des différents usagers, des différents acteurs qui pourront être chargés par les autorités de développer une proposition d'aménagement avec éventuellement des propositions pour des stratégies de recul, pour des relocalisations d'activités économiques ou de zones d'habitation. Et ces documents pourront éventuellement prendre une valeur opposable s'ils sont validés soit par les élus locaux, soit par les autorités gouvernementales en charge. On a aussi l'ambition de pouvoir étendre le champ de cette étude, en tout cas de pouvoir la répliquer ailleurs. On a la Convention d'Abidjan, qui est la convention régionale qui associe tous les pays de la façade atlantique, qui est très intéressée. Et la dernière conférence des parties de la Convention d'Abidjan a pris une décision pour développer un plan de travail à l'échelle de toute la façade atlantique de l'Afrique, en valorisant la méthodologie et le travail qui a été commandité par l'UEMOA et conduit par l'UICN au sens large, hein, donc commission, membres et secrétariat. On essaie de répliquer ça prochainement en Afrique centrale avec l'appui de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, qui est en charge de l'élaboration de la stratégie régionale de réduction des risques. Les risques côtiers sont évidemment dans cette région-là également très importants. Et puis à l'échelle globale, eh bien, c'est une démarche méthodologique qui peut être proposée, qui peut être adaptée à d'autres contextes. Je serais content qu'il y ait des gens de l'océan Indien dans la salle ou d'autres zones. J'espère que vous aurez des éléments de comparaison, des réflexions, des choses qui nous permettraient d'envisager comment valoriser ce travail-là, comment le capitaliser ailleurs. Très important. C'est un des rôles de la CES, la Commission sur la gestion des écosystèmes, qui a un groupe de spécialistes sur la réduction des risques de catastrophes naturelles. On va essayer au travers de ce groupe de promouvoir cette démarche, ces outils méthodologiques pour d'autres régions. Nous sommes en train de développer une sorte d'interface qui s'appelle Climate and Coast et qui sera une sorte de site ou de réseau d'apprentissage et de promotion de démarches novatrices telles que celles qu'on a développées au cours de ces travaux-là. Et puis on a, comme je disais tout à l'heure, le programme Global Coast qui est développé par l'UICN et qui va évidemment être un cadre dans lequel on va promouvoir
ce que le programme marin a décidé d'appeler la planification spatiale côtière, en miroir avec la planification marine côtière. Ce sont deux outils et deux démarches qui devraient être très complémentaires et qu'on va essayer de promouvoir dans les différentes régions du monde à partir d'échanges d'expériences. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On est peu nombreux. Si vous voulez, on peut faire une visite guidée des cartes. Si vous voulez réagir par rapport à des éléments qui ont été proposés. Et si vous voulez également faire référence à ce qui se passe dans vos pays, dans vos régions, le micro vous appartient maintenant. Merci beaucoup. Jean-Jacques, tu disais qu'il y avait... Je ne sais pas si la candidature après celle-là. C'est vrai, mais c'est qu'on a beaucoup parlé déjà. Je vais laisser cette diapo affichée pour l'instant, sauf si tu veux la commenter, Jean-Jacques. Mais on peut la garder en fond, en commençant à discuter. Allez-y, il y a des micros ici, saisissez-vous. On n'est pas nombreux dans la salle, donc profitons-en pour bouger, pour se déplacer, pour se lever. Je crois que d'abord, je dois vous remercier de ce travail. En même temps, je veux alimenter la réflexion. C'est qu'aujourd'hui, vous qui êtes dans les continents, on voit déjà l'exposition, n'emballant plus ceux qui sont insulaires. Donc, ce qui fait que moi j'apprécie l'idée de ce projet puisque ça